Bonjour et bienvenue sur Polysoutien, le podcast qui prend soin de vos amours. Nous faisons aujourd'hui la connaissance de Jérémy. J'ai fait sa connaissance il y a quelques mois sur le réseau social Twitter, devenu X. Jérémy a attiré mon attention car il n'est pas arrivé en tant que simple personne en relation libre voulant aborder ce sujet. Non, il est arrivé dans une démarche plus militante que ça, où il n'hésite pas à contredire les personnes qui évoquent ce sujet sur la base de préjugés et de clichés biaisés. J'ai donc voulu l'interroger afin de connaître son histoire, mais surtout ses motivations dans sa démarche militante dans le polyamour. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir ce podcast, vous pouvez faire un don sur mon compte Patreon. Plus d'informations en description. Je laisse maintenant la place à Jérémy. Restez à l'écoute. Bonjour Jérémy. Bonjour, Je vais commencer par te demander de bien vouloir te présenter, s'il te plaît. je suis Jérémy, je vis à Strasbourg et j'ai 34 ans. Et ça fait presque 10 ans que je me tourne vers le polyamour. Je vais préciser mon activité professionnelle parce que des fois c'est assez lié avec mon univers relationnel. Je suis agent d'accueil et vraiment il y a beaucoup de points communs, enfin de liens que je peux faire entre les deux. Et agent d'accueil, où ça, du coup? Dans un gros centre de formation. On a 40 bâtiments et toutes les demandes de partenaires ou de public passent par moi, quoi. D'accord, ok. Est-ce que je peux te demander quel est ton souvenir sentimental, amoureux, ton tout premier crush au cours de ta vie, celui le plus ancien que tu te rappelles? J'ai eu des amourettes de primaire comme pas mal de gens peuvent en avoir. Enfin, une amourette surtout. Mais je suis pas sûr que ce soit vraiment le sentiment amoureux. Dans mon cas, j'ai du mal à le voir comme ça, mais j'avais donc une amourette en primaire, quelque chose où j'essayais de jouer au grand. C'est ce dont je me souviens. Ce côté les relations amoureuses, draguer entre guillemets, se draguer, séduire quelqu'un. Obtenir son cœur, mais tout ça était vraiment un jeu, hein. Je me souviens du rapprochement que j'ai fait de cette fille. Oui, comme dit, j'étais en CM2, on était en CM2 tous les deux. Et oui, je pense vraiment que j'étais dans un jeu, en fait, là-dedans, un jeu à copier ce que les grands présentent comme des relations de couple. D'accord. Est-ce que tu peux me dire quel était ton rapport à l'amour au cours de toute cette période scolaire, école maternelle, élémentaire, tout ça? Eh ben, en vrai, jusqu'à très tard, hein, donc je pense jusqu'à mon âge adulte, j'ai vraiment été dans une approche des relations, d'une approche à l'autre qui était dans il y a des cases à cocher. Voilà, les gens dans la vie, ils sont censés tomber amoureux. Ils sont censés se mettre en couple, un jour peut-être se marier, avoir des enfants, même si ça, c'est des idées qui me sont sorties très vite de la tête. Mais, euh, mais c'était vraiment des choses que je m'étais pas appropriées. Ça a été donc jusqu'à mon âge adulte euh, des choses que je vivais et que je traversais comme ah oui, bon bah il faut que je me trouve quelqu'un. Voilà, ça c'est la case à cocher. Du coup, tu arrives au collège. Quel genre d'enfant tu es d'un point de vue scolaire, psychologique, émotionnel? Euh, j'ai grandi dans une famille qui est intégriste religieux. Enfin, ce sont des intégristes religieux. Intégriste, c'est légèrement exagéré, c'est-à-dire que c'était pas non plus avec des fourches à brûler les sorcières, mais il y a quand même tout un ensemble de codes qui correspondent à un intégrisme. Croire que certaines choses à la télé vont faire entrer le diable dans ma tête ou des choses dans ce genre-là. Et ça, plus certains éléments difficiles de mon enfance, ça fait que je suis extrêmement déconnecté de la réalité, déconnecté du reste des élèves et des choses comme ça. Et par conséquent, bah, il y a ce gros décalage entre je suis un bon élève, je suis un garçon gentil, et en même temps, je suis très à part, très isolé. J'ai peu d'amis que j'ai du mal à entretenir.
des amitiés que j'ai du mal à entretenir. J'ai un côté renfermé où j'aime bien me plonger dans des trucs scientifiques et des choses comme ça, et où ben probablement du point de vue des autres élèves, ça me rend relativement insupportable. Le petit geek scientifique qui répond à toutes les questions en classe et qui va Hermione Granger en fait. Enfin voilà, du coup, d'un point de vue scolarité, je m'en sors bien. J'ai des très bonnes notes en bossant très peu, mais je suis très esselé par rapport aux autres. Dans quel sens tu es isolé, tu veux dire? Comme dit, très peu d'amis, énormément de mal à connecter. J'ai vraiment ce sentiment je vois des groupes de personnes et de pas savoir qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui marche, de réfléchir à ils ont l'air chouettes et je pourrais aller leur parler et ne pas savoir quoi faire. T'as un peu d'anxiété sociale, quelque chose comme ça? De l'anxiété sociale, oui. Ouais, je pense on peut dire que ça en était. J'avais cette tendance à s'il y avait un début de contact avec la personne, tout de suite avoir peur que si je vais dire la mauvaise chose. Et finalement, avec cette peur de dire la mauvaise chose, bah c'est ce que je finissais par faire. J'étais, ouais, je faisais de la prophétie autoréalisatrice au final. Et du coup, comment ça se passe le reste de ta scolarité au collège? Comme dit, je roule d'un point de vue scolaire, je roule sur le collège sans même y réfléchir. Je me souviens pas d'avoir besoin de réviser ni quoi que ce soit. Tout le collège, d'un point de vue scolaire, se passe sans encombre. D'un point de vue relationnel, se passe sans rien. D'accord, donc du coup, tu arrives au lycée, comment ça se passe? Au lycée, on dit souvent qu'il y a un moment dans la scolarité où on passe du moment où ça se fait tout seul au moment où il faut bosser. Et bah ça a été pour moi la fin de seconde, ça a été à partir de là qu'il a fallu commencer à bosser. Et c'est là où ça n'est pas passé pour moi. C'est là où ma réussite scolaire naturelle s'est effondrée. Et ben aussi, entre autres, parce que j'y trouvais aucun sens. J'étais toujours aussi seul. Et auprès de mes parents, j'étais partagé entre déjà donc cette ambiance ultra religieuse. Quand je dis ultra religieuse, moi-même j'étais convaincu à un moment j'envisageais de devenir pasteur. Hein. Et cette pression de leur part de on veut que notre fils si intelligent depuis si longtemps à l'école fasse de grandes choses et là il nous fait qu'est-ce que c'est que ces notes et malheureusement je pense que ça a été entériné par mes difficultés relationnelles. C'est-à-dire que quand d'une part, bon ça, tu me diras, c'est le cas de la plupart des enfants, mais tu trouves pas forcément de sens à ce que tu es en train de faire et en train d'apprendre, parce que bon, tout ce qu'on te dit sur ce que ça va te servir plus tard, le travail et tout ça, bah, ça passe au-dessus de la tête. C'est pas quelque chose qu'on arrive à palper, à rendre tangible dans notre esprit. Ouais. Et d'autre part, il n'y a pas non plus les amis, l'ambiance de groupe ou de choses comme ça qui pousseraient, qui aideraient à se mettre dans le travail et dans les projets. Bah, les deux ensemble, ça a fait que je suis resté du coup mauvais élève pour le reste de ma scolarité. Hein. Je me suis fait un ami qui est encore ce qui correspondrait, si on en parle comme ça, à mon meilleur ami aujourd'hui, mais qui justement est une personne qui a su venir me chercher comme le garçon bizarre là-bas, mais qui a l'air sympa et intéressant, donc je vais aller le chercher. Et c'est quelqu'un qui a su me tendre la main et avec qui on est toujours très amis aujourd'hui. Donc ces petites passerelles qui ont commencé à m'aider à sortir de ma bulle, et j'ai rencontré à ce moment-là au cours d'un voyage scolaire dans le bus de ce voyage scolaire, une fille avec laquelle ça a un peu accroché et je me rends compte en parlant là maintenant que c'est parce qu'elle aussi était un peu isolée et qui est devenue ma première vraie relation de couple qui a duré 9 ans ensuite. Ah oui, quand même, t'as commencé, mais t'as bien commencé. Oui, 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 oui. À notre façon, on s'est bien trouvé, j'imagine. Donc tu finis le lycée, le bac, ça se passe bien? Bah non, du coup. Ça se passe limite. Je visais 10,01 de moyenne. J'ai eu un peu plus. J'étais un peu déçu. Et tu diriges tant quoi professionnellement, du coup, derrière? En fait, justement, à ce moment-là, il y a eu un fin lycée, un switch mentalement dans ma tête où déjà, j'ai perdu la foi. Donc, disons les termes clairement. Si tu as envie d'évoquer les circonstances qui t'ont fait perdre la foi, n'hésite pas, ça peut être intéressant aussi. Je pense que ça s'inscrit un petit peu dans ma manière dont justement je suis arrivé à la. En fait, j'ai eu entre guillemets la malchance d'être dans une famille très religieuse. Mais j'ai eu la chance que mes parents, voulant pousser mes capacités intellectuelles, espérant vraiment avoir leur fils médecin ou un truc comme ça, m'ont aussi énormément poussé sur le domaine scientifique.
C'est-à-dire qu'il m'achetait les encyclopédies, il m'achetait les jeux les plus scientifiques qu'on peut offrir à des enfants, même quand la limite d'âge était 3 fois trop haute, des choses comme ça. Et bah du coup, cet esprit scientifique, en plus c'est un sujet qui me passionnait, je l'ai extrêmement développé. Et je sais qu'il y a des gens qui voient un terrain d'entente entre la science et la religion, mais moi, ben, c'est deux terrains qui ont fini par se confronter. Pas dans le sens où c'est totalement incompatible, mais dans le sens où l'esprit scientifique pousse à remettre en question. Et donc, ben, un jour, je me suis demandé pourquoi je croyais en Dieu. Comme je le faisais pour n'importe quel système sur lequel je me posais n'importe quelle question, ben là, un jour, je me suis dit, mais en fait, pourquoi est-ce que je suis convaincu? Est-ce que je me suis pas monté la tête sur des principes depuis que je suis gamin? Et bon, le fameux doute que les religieux détestent, ben ça a totalement fait ce que les religieux craignent, c'est que ben à partir de ce petit doute, j'ai détricoté ma croyance et jusqu'à me rendre compte un jour que ben, en fait non, je ne croyais plus, je ne crois pas. Et donc ma fin de lycée, milieu fin de lycée, je suis passé du croyant très converti qui avait déjà commencé les études bibliques pour devenir pasteur. Donc, j'avais vraiment déjà entamé les cours en parallèle de l'école, entamé les cours pour aller dans cette voie-là, et j'étais assez convaincu d'aller dans cette voie-là. Je suis passé de ça à un garçon qui ne croit plus et qui n'a absolument aucune idée de ce qu'il veut faire plus tard. Alors je suis passé par tous les errements qu'un jeune garçon peut avoir quand il sait pas ce qu'il va plus tard. Oui, peut-être que je vais faire l'armée, il y a des avantages. Puis finalement, l'idée de dernier moment que j'ai eue en lisant un livre à la bibliothèque du lycée, ça a été que la psychologie humaine, c'est quand même un sujet vachement intéressant. Ces fameux humains avec lesquels je n'arrive pas à connecter, c'est passionnant. Et donc je suis parti sur la fac de psychologie et ça a été jusqu'à ce que je me rende compte que la fac ne soit pas pour moi, ça a été la direction que j'avais envie de prendre, quoi. Oui, puis ça a été d'autant plus difficile, à mon avis, quand t'as perdu la foi, que le fait de devenir pasteur, c'était ton seul horizon. C'est ça. La religion a ça de rassurant, de donner un cadre, des choses sur lesquelles ils peuvent compter. Et moi, j'avais en plus ça pour potentiellement mon avenir professionnel. La perte de repères a été violente et ça explique aussi pourquoi est-ce que j'ai pris autant de temps à sortir de ça. Oui, et encore, t'étais pas dans un environnement sectaire, on te retenait pas de force. L'église dont je fais partie est sur la liste de surveillance des sectes. D'accord, ok. Disons que sans qu'on te mette carrément des chaînes au poignet, il y a vraiment toute une ambiance, tout un contexte qui est créé dans cette communauté, dans l'église et ça, pour t'en rendre extrêmement dépendant, mentalement extrêmement dépendant. Donc tu te diriges vers une fac. Que je n'ai même pas fait plus d'un an parce que justement, trop mauvais élève et j'ai compris que c'était pas pour moi. Mais ça va se passer mal dès le début ou est-ce que c'est avec le temps? En fait, j'ai adoré le contenu des cours de la faculté, c'est-à-dire avec mon esprit scientifique renfermé sur lui-même, très intéressé par les systèmes, les choses la science, en fait, la science de l'esprit humain, c'était fantastique. Ces heures de cours magistraux, c'était des moments qui étaient délicieux pour moi. J'adorais écouter ce dont tu parlais. Mais par contre, tout le système autour de la fac, je n'arrivais pas à y accrocher. Déjà, la quantité de travail demandé à côté, bah voilà, comme pour le reste de ma scolarité, je n'y étais pas habitué. J'avais du mal à trouver du sens. Il y avait certaines choses, même dans la manière dont se faisaient les examens ou des choses comme ça, où comme j'arrivais pas à comprendre pourquoi est-ce que les choses étaient faites comme ça, alors que j'avais l'impression, moi, de comprendre le contenu des cours, voilà, ça m'a fait décrocher du système tout de suite. Mais des cours, non, pas du tout. Je suis allé à tous les cours jusqu'à la fin de l'année. J'ai même pas regardé mes résultats. Si ça se trouve, je l'ai eu ma première année. Je savais que j'adhérerais pas plus longtemps à ce système-là. À l'époque, tu avais du mal à sociabiliser, et je pense que c'est encore le cas quand c'était à la fac. Et si vous aviez, je sais pas comment ça se passe la fac, je suis pas allé, mais je me dis que peut-être vous aviez des activités en groupe et que ça devait être difficile de devoir intégrer un groupe pour un travail en commun. Eh ben, quand il s'agissait juste de faire un petit exercice où les gens sont mis au hasard les uns avec les autres, je faisais ma part.
C'est aussi bonjour, je suis là, je fais ma part. Dès qu'il s'agissait de réellement s'investir, de faire des choses, dès que ça sortait de la salle de classe en fait, c'était totalement impossible pour moi. On est quand même sur un niveau où parler à une personne inconnue, ben c'était, oui bah oui, comme on a dit avant, c'était une angoisse. Et en fait, je ne faisais que traverser les moments d'angoisse en faisant, enfin, mon effort social était faire semblant que ce n'est pas angoissant. Bah, je peux dire que, pareil, sur l'aspect social, tout ce qui est les soirées étudiantes ou les choses comme ça, bah, j'ai pas réussi à m'intégrer, j'étais pas suffisamment avec les gens, suffisamment avec les groupes pour me retrouver embarqué dans ce genre de plan ou des choses comme ça. Et du coup, je me suis renfermé socialement. Je me suis retrouvé enfermé dans ma chambre avec donc ma petite amie hein, que j'avais depuis le lycée et qui un peu comme moi était renfermée. Et on s'est retrouvés bah, tous les deux deux petits pignoufs enfermés dans leur chambre pendant bah, de nombreuses années en fait. Hein. J'ai passé, je pense, 3 ans, 3 ans comme ça enfermé chez moi. Et donc, du coup, arrive la fin de cette année de fac et tu décides Oui. de ne pas y retourner. Alors, Et qu'est-ce que tu... je n'y retourne pas et je m'enferme chez moi. Bon, il y a forcément l'univers professionnel étant ce qu'il est, j'ai des objectifs à remplir auprès de Pôle Emploi, donc ça se transforme en petit boulot très éparpillé. La plupart du temps, je suis pas au chômage, hein, je ne touche pas le chômage, je me débrouille comme je peux avec les aides qu'on a jusqu'à 25 ans, les bidouilles entre colocataires, donc je suis en colocation avec ma chérie et avec deux autres personnes. Et en fait, je suis juste, voilà, enfermé chez moi, sauf quand je suis obligé de sortir pour aller checker, pointer à Pôle Emploi. Je fais une petite formation dans le centre de formation dans lequel je travaille aujourd'hui d'ailleurs. Une petite formation en électronique mais je ne travaille ensuite jamais dans ce domaine-là. Je fais la formation parce que bah, c'est une opportunité qui se présente et l'électronique c'est super intéressant. Pour le coup, j'ai beaucoup mieux vécu cette formation que la fac, mais voilà, je sors, je fais 8 mois de formation et je retourne dans ma chambre et je ne trouve toujours pas de la force d'affronter le monde du travail, les gens, le social. Et du coup, vu que tu n'es plus dans cette chambre aujourd'hui, comment tu Euh, trouves la force d'en sortir exactement? Et ben en fait, la sortie de ma chambre, ça s'articule dans tout ce qui dans ma vie fait que je vais mieux aujourd'hui, ce qui fait que je me suis tourné vers le polyamour. C'est-à-dire que je sais aujourd'hui, même si je me rendais pas compte à l'époque, je sais aujourd'hui que j'étais mal dans ma peau parce que je ne savais pas me respecter. Et du coup, sans savoir me respecter, j'étais enfermé dans des schémas qui faisaient que j'étais du coup mal dans ma peau. Je veux dire, par exemple, des raisonnements, donc ça faisait maintenant plusieurs années que j'étais avec ma chérie, comme dit, j'étais avec elle pendant 9 ans, mais là, ça faisait déjà, en 2013, 2014, ça faisait déjà 6, 7 ans qu'on était ensemble, et moi, j'avais déjà des raisonnements où, comme j'avais fait pour la religion, il y avait des choses que je ne comprenais pas dans le fonctionnement du couple. Je me posais déjà des questions telles que, mais quand je suis attiré par quelqu'un d'autre, là, je rencontre quelqu'un, je vois une personne que je trouve jolie dans la rue, quoi que ce soit, bah, ça ne change rien au sentiment que j'ai pour la personne avec laquelle je suis en couple. Je veux dire, oui, ok, j'ai ressenti du désir pour quelqu'un d'autre, et pourtant, je le sens là, à l'intérieur de moi, je suis toujours aussi amoureux. Alors, pourquoi est-ce que on me dit que c'est pas bien de ressentir de l'attirance pour quelqu'un d'autre? Et pourquoi est-ce que ce serait pas bien même qu'il se passe quelque chose? Et j'y réfléchissais aussi dans l'autre sens. Je me disais, bah, ma chérie qui est là et qui est aussi enfermée chez elle et tout ça, si elle rencontrait quelqu'un demain et que ça la faisait vibrer, que ça lui faisait du bien, bah, en fait, ouais, ok, ça piquerait un petit peu, je serais peut-être un peu jaloux, mais je serais aussi trop heureux pour elle. Donc ces choses-là, elles étaient déjà dans ma tête, mais comme je ne savais pas me respecter, ben j'ai pas réussi à me rendre compte que j'étais piégé dans autre chose que ce qu'il me fallait vraiment. Et ça a mis très longtemps avant que je me rende compte, non, il y a vraiment quelque chose qui correspondrait mieux pour toi dans la vie, notamment relationnellement.
Mais pour plein de choses, hein, il fallait que j'apprenne à me respecter. Et j'ai eu la chance que une vieille connaissance, l'un des rares amis que je m'étais fait, revienne me chercher, me sorte de chez moi, me donne une vie sociale en fait. Et les deux, ce sont mes réflexions un peu hors système. Je vais résumer ça en disant ça comme ça. Et ma vie sociale en se développant en parallèle, les deux ensemble, ben ça a un petit peu titillé, consolidé. En fait, ça a mis la pression sur ces choses que je me cachais à moi-même. Et au final, je suis arrivé à une phase de ma vie où, sentant que j'étais pas bien dans ma relation, je pensais que j'étais pas bien dans la relation, mais en fait, je m'en compte aujourd'hui que c'est juste pas bien dans le type de relation. Au final, la personne avec laquelle j'étais très bien avec cette personne. Mais dans mon sentiment négatif vis-à-vis de la relation, je me disais je suis pas bien avec elle. Donc j'ai fini par rompre. D'une certaine façon, on pourrait dire que j'ai réussi à rompre parce qu'il s'agissait tout ça, ça a été des épreuves pour moi de mise en danger. Vraiment, toutes ces genres de décisions-là, je les ai vécues comme je marche dans le vide en fait. Sortir de chez moi pour aller trouver du travail, donc des petits boulots. Hein. Aujourd'hui, j'ai un travail qui me plaît, mais avant ça, il y a eu vraiment sortir de chez moi pour aller prendre le premier job que je trouve et affronter les gens pour faire ça. Tout ça, c'est articulé dans cette démarche de je sens que je suis pas bien dans ma peau. Il y a un truc à aller chercher qui est pas confortable, mais il y a un truc à aller chercher où je me sentirais mieux. Je savais pas encore quoi, je savais pas mettre les mots dessus ni quoi que ce soit, mais voilà, il y a eu tout ça s'est articulé ensemble et petit à petit je suis sorti de ma chambre. Petit à petit, je me suis senti mieux socialement avec les gens. J'ai fait une thérapie, le meilleur psychologue du monde qui a genre je l'aime, elle a sauvé ma vie. Et au final, sans même connaître les concepts de polyamour, parce qu'à ce moment-là, bah ouais, vraiment, je pensais même pas que ça existait. Quand je suis sorti de cette relation de 9 ans avec ma chérie, j'étais parti sur maintenant, je veux des relations où je suis pas, à ce moment-là, je me le disais comme ça, je veux des relations où je suis pas prisonnier avec la personne. Je sais maintenant que c'est pas du tout les bons termes ou quoi que ce soit, c'est pas ça que je cherchais. C'est comme ça que je l'avais formalisé un petit peu dans ma tête à ce moment-là. Je vais maintenant avoir des relations où je serai pas prisonnier. Et 2 ans après, je me suis remis en relation exclusive et je me suis remis entre guillemets prisonnier. Pendant 2 ans, j'essaye des relations et j'essaye de m'en tenir à cette notion que je commençais à me faire dans ma tête de je veux des relations libres sans savoir ce que ça voulait dire à l'époque. Mais je rencontre une fille en convention Japon. Et grâce à mes nouvelles capacités de relations sociales, je l'aborde, on accroche bien, et bah c'est le coup de foudre. Je tombe amoureux. Cette personne n'est pas du tout dans une démarche où on peut avoir d'autres choses à côté, et ne sachant toujours pas complètement me respecter, à ce moment-là, je me suis dit, oh, mes histoires de ne pas être enfermé avec l'autre et tout ça, finalement, j'en ai pas besoin. Et je regrette pas aujourd'hui parce que ça a été une très belle histoire. C'est toujours quelqu'un qui est dans ma vie. Je suis ravi d'avoir cette personne dans ma vie. Mais, à bien des égards, ce moment où je me suis dit, ah, les relations libres, j'en ai pas besoin, ça a été l'une des pires erreurs de ma vie. Et t'es resté combien de temps avec cette personne? Je suis resté 2 ans avec cette personne. Et c'est au milieu de ma relation avec cette personne que j'ai eu la révélation qu'en fait, c'était l'exclusivité. Entre autres, hein, il y avait d'autres choses auxquelles il fallait que je fasse attention dans ma vie. Mais principalement, c'est cet enfermement dans le système via l'exclusivité qui faisait que j'étais mal dans ma peau depuis toujours, en fait. J'étais, pour rentrer sur des choses très, un peu sombres, malheureusement, il y a beaucoup de gens dans ce cas-là, j'étais dépressif. J'étais dépressif depuis aussi loin que j'arrivais à m'en rappeler. Et en fait, cette dépression venait du fait que j'avais grandi complètement dans un environnement où on n'apprend pas à se respecter, où c'est codé, les choses sont d'une certaine façon et tu fais comme ça et puis c'est tout. Et que j'avais perpétué ce système derrière. J'étais resté même si j'étais sorti de la religion, j'étais resté dans cette sensation de oui, c'est normal de ne pas s'écouter. C'est normal de s'infliger des choses. C'est normal d'être dans la souffrance, comme si vivre, comme si les relations, comme si le travail, comme si tout devait forcément se faire dans la souffrance et que j'étais habitué à cette sensation de les choses sont difficiles, les choses sont de la souffrance et qu'on n'a pas le droit de chercher à se sentir mieux que ça.
Et c'est au milieu de ma relation donc avec cette fille que j'ai rencontrée à mes 27 ans. C'est au milieu de ma relation avec elle que j'ai eu la réalisation, presque du jour au lendemain, que ça ne pouvait pas continuer comme ça pour moi. Et du coup, ça arrivait comment parce que t'as eu un crush sur quelqu'un d'autre peut-être ou juste par tes réflexions? Le déclic, enfin c'était totalement inconcevable dans ma relation à ce moment-là. Mais le déclic, ça a été ma première Pride. Ma première Pride à laquelle je suis allé en tant qu'allié. Justement, ma chérie était bisexuelle et elle me dit bah j'aimerais faire la Pride et viens avec moi. Moi à l'époque je savais même pas que j'étais bisexuel. Aujourd'hui j'ai découvert que je le suis, mais à l'époque je suis vraiment allé en tant qu'allié pour soutenir ma chérie. J'étais dans le cortège et je voyais tous ces gens qui étaient colorés, qui étaient souriants, qui s'embrassaient. Alors on sait que pour la plupart d'entre eux c'est un peu une petite bêtise qu'on fait ce jour-là, de s'embrasser les uns les autres. Ça, c'est quelque chose qui serait pas dans une optique de faire dans la vie de tous les jours. Mais là, moi, j'avais l'impression que pendant un instant, pendant une journée, tout le monde était soi-même. Tout le monde était soi-même. Et je trouve que tu as l'air beau, je trouve que tu as l'air belle. Est-ce que je peux t'embrasser? Et en fait, je me souviens précisément du moment, et je le revis tous les ans à chaque fois que je fais la marche, du moment où je me suis dit que je voulais pas mourir comme ça. Désolé, c'est vraiment sombre dit comme ça, mais c'est vraiment le truc qui m'a frappé à ce moment-là au milieu des gens et des arcs-en-ciel. C'était, je veux pas mourir, finir ma vie dans ce que je suis enfermé là. Et ça a été du coup pour moi le moment où j'ai trouvé le courage, j'ai envie de dire, mais en même temps c'était devenu impossible de faire autrement, de dire à la fille avec laquelle j'étais, avec mon amoureuse, femme que j'aimais plus que tout à ce moment-là, que je ne pouvais pas continuer avec l'exclusivité. Je ne me respectais pas et ça ne marchait pas pour moi. Et à ce moment-là, même si aujourd'hui on a la chance de se fréquenter encore et d'avoir quelque chose qui fonctionne, à ce moment-là, ça a vraiment signé l'arrêt, enfin le début de la fin de notre relation, telle qu'elle était, en tout cas dans l'exclusivité à ce moment-là. Donc du coup, la relation quand même finit par s'arrêter. Et Mhm. qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que tu déménages? Est-ce que comment se passe ta vie à ce moment-là? À ce moment-là, je commence à, comme en plus en même temps le chemin avait fait, enfin le lit avait fait du chemin dans ma tête depuis, à me pencher un peu plus sur le polyamour, plus sérieusement sur le polyamour, vraiment consommer du contenu là-dessus, des choses comme ça. Et du coup, d'une part, mes recherches de relations se font dans cette optique-là. Je reprends un petit peu cette démarche de je veux des relations, mais je veux que ce soit des relations ouvertes. Et en même temps, je découvre l'univers polyamoureux. Je découvre qu'à Strasbourg, nous avons un café poly. Je vais à mon premier café poly et je découvre le concept d'anarchie relationnelle. On est en quelle année à peu près là? Je dirais 2019. D'accord. Et donc du coup, tu Ouais. vas à un rendez-vous et tu découvres l'anarchie relationnelle. Je vais à un café poli, il y a un tour de table, des choses comme ça, quelqu'un évoque ce terme-là, anarchie relationnelle. En plus, je me souviens, ma première réaction quand j'entends anarchie relationnelle, j'étais dans les clichés de la personne qui ne sait pas du tout ce que signifie l'anarchie, qui en a que la définition que les gens utilisent dans le langage courant aujourd'hui, et énormément faussée par les politiques. Merci les politiques. J'entends ce terme d'anarchie relationnelle et vraiment ma réaction c'est quoi ce truc chelou encore? Vraiment, j'ai cette réaction de recul en mode un peu pompeux comme terme, tout ça. Et c'est en rentrant chez moi et quelques jours après, en recherchant le terme de mon côté, que je lis la description et je fais mais c'est moi en fait. J'ai vraiment je regarde des propositions de manifestes de l'anarchie relationnelle et des choses comme ça, et je dis mais oui, oui, prendre des relations, sortir du cadre de ces relations, les décortiquer pour regarder les éléments qui nous sont importants dedans et construire avec chacun la relation qu'il nous faut, la relation qu'on a besoin, la relation qui nous convient. Et c'est ça que je veux en fait. Je veux dire, c'est vraiment eu cet éclair de, c'est même pas le polyamour. Je ne suis pas fondamentalement polyamoureux dans le sens où je ne ressens pas le besoin d'avoir plusieurs relations amoureuses.
Je découvre même pendant cette période-là de ma vie que quand je n'ai pas de relation amoureuse, parce que du coup je sors de ma rupture avec mon ex, je n'ai aucune relation amoureuse à ce moment-là, je suis à l'aise avec le fait de n'avoir aucune relation amoureuse. Je pourrais finir ma vie sans relation amoureuse. Maintenant, j'ai des amis avec lesquels ça marche bien, j'ai des passions, des choses comme ça. Non, c'était pas une question d'amour pour moi, c'était une question de créer des relations qui ont du sens plutôt que de prendre des paquets préfaits donnés par la société, imposés avec une liste de 10 000 conditions qui, en fait, aucun des deux n'a voulu à aucun moment. Donc du coup, après avoir découvert l'anarchie relationnelle et avoir étudié le sujet, déjà dans quoi tu te diriges professionnellement, parce que on a un peu mis ça de côté là, mais également comment ça se passe d'un point de vue relationnel, puisque dans les relations que tu vas envisager par la suite, j'imagine que tu vas mettre cette liberté relationnelle en avant. Oui, totalement. Alors, comme dit à l'époque, j'ai encore du mal à mettre les bons mots dessus, mais c'est quelque chose que je mets directement en avant. Donc, je passe par les sites de rencontres, hein, tout simplement. Mais en même temps, j'avais pas toute l'assurance que j'ai sur le sujet aujourd'hui. Et donc, même si j'essaie d'avoir le maximum d'honnêteté, c'était pas évident de le poser aussi bien sur la table. Du coup, ça pouvait parfois se transformer en des choses qu'on peut voir sur les profils de certaines personnes, en mode oui, je cherche pas à me caser ou des choses comme ça. Vous voyez, tu vois, l'utilisation de mauvais termes encore par moment. Au fur et à mesure, je m'affirmais dans ma démarche. Et oui, ça a fini par être clairement et ouvertement tout le monde sur mon profil Tinder, mais aussi sur dans les discussions que j'ai avec les gens dans les soirées ou des choses comme ça. Oui, soit dire je suis polyamoureux pour la version simple et on cherche pas plus loin, soit entrer plus dans le détail sur mon fonctionnement relationnel avec l'anarchie relationnelle et tout ça. Mais en tout cas, le poser très très vite en étendard sur la table. Et je rencontre des gens, des histoires qui durent pas, des histoires toutes plus chouettes les unes que les autres, hein. Mais ensuite arrive le Covid. J'allais y venir. Voilà, on en est là. En parallèle, ma vie professionnelle n'a pas grand-chose d'intéressant, hein. J'ai fait purement alimentairement un boulot d'animateur en centre social et culturel auprès des enfants. Bon, ça a été assez formateur socialement, hein, parce que bon, faut les affronter les petits enfants. J'ai fait ça 2-3 ans, et ensuite, pareil, boulot alimentaire. J'avais besoin de passer sur un temps plein. Donc j'ai cherché un autre boulot, c'était un boulot alimentaire et j'ai fait de la hotline pour une grande compagnie française, une grande compagnie aérienne française. Et donc, il se passe combien de temps avant le confinement? Ça arrive au moment où tu étais en train de bosser dans cette hotline? Ouais, exactement. C'était ma dernière. J'ai quitté cet emploi un an après le début du Covid. Donc ouais, on va dire que j'ai été en hotline pendant 2-3 ans. Avant de finalement trouver ce poste qui me plaît énormément aujourd'hui, donc d'agent d'accueil dans ce centre de formation où j'avais été moi-même formé à l'électronique à l'époque. Donc du coup, le confinement lui-même, ça se passe comment? Parce que si j'ai bien compris, sauf erreur de ma part, tu étais à peine en train de commencer à vraiment te plonger dans les relations plurielles et tu dois te sentir un peu avec l'herbe coupée sous le pied là. Totalement, mais en même temps, je suis en pleine accélération du processus dont je te parlais tout à l'heure, qui est de me sentir mieux avec moi-même, de cette sortie de la dépression, d'être aligné avec moi-même. Et donc, mon isolement, mon confinement, je suis en colocation avec l'un des amis que je me suis fait depuis ces dernières années, qui est devenu comme un frère pour moi, et donc on vit notre meilleure vie entre deux potes comme ça à la maison. Et en parallèle, mon ex avec laquelle on reprend tout doucement contact et on est dans cette démarche de hey, ça va un peu mieux de mon côté, ça va un peu mieux de ton côté, viens on reparle et moi j'ai toujours des sentiments pour toi, toi tu as toujours des sentiments pour moi. Est-ce que il y aurait pas quelque chose à faire? Tu lui parles un petit peu de ton cheminement dans la polyamorie, parce que ça avait été pour elle difficile le moment où tu t'éloignes et je m'interroge, je me demande si le fait que finalement tu y restais, que tu as exploré la question et que tu es même encore plus sûr qu'avant que ça te correspond, est-ce que ça peut pas être accueilli pour elle comme une forme de bonne nouvelle dans le sens où bon bah c'est la preuve que c'était pas de ma faute, c'était pas contre moi, c'était vraiment qu'il avait trouvé quelque chose qui lui convenait. Eh ben en fait, totalement. Ça a pris énormément de temps. Mais
c'était au bout de, je sais pas moi, 2, 3 ans après notre rupture, elle finit par me dire des fois, alors c'est des choses qui prennent du temps, hein, mais un jour, elle m'envoie un message où elle me dit, écoute, je me souviens de ce qu'on se disait quand c'était difficile entre nous. Et je me souviens de choses que j'ai pu te dire, que je croyais, des choses que j'interprétais. Je voulais te dire qu'aujourd'hui, ben, je comprends. Je comprends que c'était pas comme moi. Je comprends que tu avais besoin d'autre chose et que c'était pas ça voulait pas dire que j'étais insuffisante. Tu vois, tout ce qu'on sait, toi et moi, intellectuellement, sur ce que signifient les relations plurielles, mais qu'elle n'avait pas vécu comme ça au moment où c'était arrivé dans notre relation, et qu'elle avait commencé à voir, en fait, au fur et à mesure, à ressentir un peu plus au fur et à mesure, et surtout que, ben, elle voyait que je la lâchais pas. Mon but, ça avait pas été de me débarrasser d'elle parce que je voulais ailleurs. Elle voyait que je l'aimais toujours. Elle voit aujourd'hui encore que je l'aime toujours. Et ouais, du coup, il y a eu cet effet sur le long terme de voir ce que ça me faisait à moi. Et en même temps, elle, ayant des sentiments pour moi, mais ayant de son côté des histoires avec d'autres personnes, se rapproche aussi de ce besoin d'ouverture dans ses relations. Donc, il s'avère qu'aujourd'hui, elle est en relation avec moi, même si c'est une relation où on garde la distance à laquelle ça marche entre elle et moi, mais elle a une autre relation, beaucoup plus investie de son point de vue à elle. Donc, d'une certaine façon, ben, elle est elle-même en polyamour, même si c'est pas forcément quelque chose qui lui semble lui correspondre pour tout le reste de sa vie. C'est quand même un terrain sur lequel c'est quelque chose qui a pu lui parler, qui lui parle aussi finalement. C'est d'ailleurs quelque chose qui me frappe souvent. Les personnes qui vont dire que la polyamorie n'existe pas, qu'on peut pas aimer deux personnes à la fois, vont être les mêmes personnes qui vont arrêter une relation et se remettre avec quelqu'un d'autre juste après. Donc en même temps, c'est pas possible. Mais à une semaine d'intervalle, là, ouais, c'est bon, ça passe. Et du coup, je suis début Covid, dans cette reconnexion tout doucement avec elle, en parallèle aussi avec mon ex avec laquelle j'avais été pendant 9 ans. En fait, c'est là où justement j'apprends à mieux m'écouter, mieux me comprendre, mieux me respecter, et où bah, je me rends compte que ça n'a jamais été un problème d'amour pour l'une de ces personnes. Et même mon ex avec laquelle je n'étais pas depuis tout ce temps-là, ben, je l'aimais toujours. Je l'avais quitté parce que j'étais mal dans la relation, mais je l'aimais toujours. Et on avait gardé un bon contact de loin, et ça s'est transformé en tentative, quelque chose qui n'a pas marché jusqu'à aujourd'hui, mais en tout cas qui pendant un temps on a repris relation et on a eu quelque chose de très très chouette, une nouvelle relation très très chouette avec elle aussi. Mais surtout j'ai eu ma première nouvelle relation ouverte pendant le début Covid, les relations qu'on fait quand on va se balader pendant 1 heure, hein, on va se balader pendant 1 heure, on rencontre quelqu'un par hasard et pas du tout parce qu'on s'est donné rendez-vous via Tinder. On rencontre quelqu'un par hasard dans un parc. D'accord, ouais. Ça a été ma première nouvelle relation dans ce contexte de d'ouverture assumée, en partant sur des bonnes bases et personne pour laquelle je développerais des sentiments dans ce contexte-là. Et ouais, je crois que là c'est le début de ma vie polyamoureuse. Voilà, début Covid. Du coup, t'as eu une petite période où t'étais avec 3 personnes en même temps, ou celle avec les 9 ans, c'était pas à ce moment-là. Si. Au bout d'un moment, ça s'est chevauché comme ça, oui. D'accord. Donc du coup, le confinement prend fin. Tu vas rejoindre qui? Eh ben, je suis trop heureux dans ma colocation avec mon ami et mon frère. J'aime bien dire à mes autres relations que ma vraie âme sœur, c'est lui. Bon, là, tu vois, je reconnais l'anarchiste relationnel. Tu as une relation avec 3 femmes et la personne avec qui tu vas te rejoindre à la sortie du confinement, c'est celui avec qui tu étais confiné. On est d'accord. Oui, ouais, mais justement, le côté anarchie, le côté pas de hiérarchie dans les relations, c'est aussi pendant ces années-là, donc qui se développe chez moi de me rendre compte que, bah, en fait, oui, bien sûr, une relation amoureuse extrêmement intense à un instant dans ma vie, ça peut, je peux le ressentir comme étant au-dessus de tout. Mais en vrai, je regarde
l'ami que j'ai à côté de moi là. Et à un moment, même si c'est pas la personne que je désire, que j'ai envie d'avoir du sexe avec ou quoi que ce soit, mais qu'est-ce que je l'aime ce type. Qu'est-ce que je l'aime, genre j'ai envie de l'écraser dans mes bras tellement c'est une personne fantastique pour moi dans ma vie. Et à aucun moment je pourrais je pourrais imaginer mettre cette relation-là en dessous d'une de mes relations amoureuses. Ça perd son. Je dis pas que ça n'a pas de sens parce que il y a ça a un sens qu'on nous apprend depuis qu'on est né, mais ça perd son sens pour moi. C'est cette comparaison des relations. Et en fait, ce qui est génial, c'est que ce raisonnement, ça s'applique par exemple quand on fait la comparaison entre les relations amoureuses d'un côté ou les relations amicales de l'autre, mais même à l'intérieur de ces groupes-là, ce raisonnement devient intéressant. Je veux dire, quand je dis aux gens, quand on me demande le cliché de oui, mais c'est laquelle que tu préfères ou des choses comme ça, alors je respecte énormément les polyamoureux hiérarchiques. Je trouve ça trop beau, vraiment. Mais du coup, moi j'ai perdu ce sens-là. Je veux dire, ça n'a aucun sens pour moi de comparer l'une de mes relations amoureuses avec l'une de mes autres relations amoureuses. C'est vraiment comme si tu me disais, c'est qui que tu préfères entre tes amoureux et tes amis. Ah, Sinon, quoi? tu peux aussi répondre pour faire quoi? T'en as peut-être une préférée en fonction de quelle activité vous allez faire. Eh ben, je sais que il y en a une avec laquelle je préfère jouer aux jeux vidéo, par exemple. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Moi, je pense au cinéma, mais ça marche aussi. Exactement. Et après Covid, j'ai eu la chance de faire deux, trois maintenant, rencontres supplémentaires. J'ai eu une rupture donc avec cette personne que j'ai fréquenté 2 ans, la personne que j'ai rencontrée début Covid, ma première relation dans ce contexte polyamoureux. Mais elle, on savait dès le début que ça lui conviendrait pas à long terme. Ça a quand même tenu 2 ans jusqu'à ce qu'elle se dise bon bah voilà, je sors de ça et je vais chercher l'exclusivité dont j'ai besoin. Mais sortie Covid, j'ai depuis rencontré 3 autres personnes en construisant notre relation sur ces bases de polyamour, de non-exclusivité et des expériences fantastiques en fait. Ça, c'est venu avec son lot de belles choses et son lot de tristesse, mais c'est ce que j'aime dans les relations finalement. Plein de nouvelles sensations, de nouvelles approches des choses qui sont apparues pour moi en même temps que cette relation-là, par exemple. Ben, c'est la première fois que j'ai aimé autant quelqu'un dont j'étais pas tombé directement amoureux. Là, on s'était mis en relation et pendant 8 mois, 10 mois, on ne faisait que passer d'excellents moments ensemble. En fait, mon amour est apparu au fil du temps pour elle. Oui, ça me parle ce que tu dis. Je parle souvent de la différence entre les crushs instantanés et Mhm. ceux qui sont progressifs. Parfois, je parle aussi des mini-crushs. Ceux où tu es Oui, très oui, intéressé, oui. mais que si tu ne vois pas la personne, t'es pas non plus en souffrance. Voilà. Ouais, exactement. C'est le genre de choses qui ont commencé à se prendre sur moi. Je pense aussi que d'un côté, j'étais devenu méfiant du crush de base, dans le sens où, pour moi, ça n'avait pas de valeur de crush sur quelqu'un alors qu'on sait même pas si ça marche derrière ou des choses comme ça. Vu ce que j'avais vu mon passif relationnel, je pense que j'étais en mode bah, crush, je veux bien si ça arrive un jour, mais de base, je m'en méfie. C'est une sensation dont je me méfie. Là, avec cette personne-là, il n'y avait pas eu de crush du tout. On avait juste bien accroché dès le début, très différent sur plein de choses, mais allez, on se sent bien quand on est ensemble, refaisons ça, refaisons être ensemble et se sentir bien. Jusqu'à ce que, ben ouais, 8, 10 mois, je développe des sentiments. Et cette sensation de développer des sentiments au fur et à mesure, enfin, qui viennent au bout d'un moment parce que les choses se passent comme ça, parce que ces choses s'amènent petit à petit, parce que ça marche bien, parce qu'il y a un truc qui fait développer ce sentiment, plutôt que de tomber amoureux, comme ça m'est arrivé jusque-là, ben pareil, c'est une nouvelle sensation fantastique pour moi. Mais donc, cette relation, au bout de 2 ans, prend fin. Et sorti Covid, je rencontre d'autres personnes, je reprends les cafés polyamoureux, des choses comme ça. Et depuis, via café polyamoureux et site de rencontre, eh ben je suis en relation avec 3 personnes supplémentaires. On est après le Covid, du coup. Enfin, après le confinement, pardon. Oui. Et Oui. comment ça se passe sur la suite? Du coup, tu retournes beaucoup au Café Poli? Alors, à Strasbourg, le format Café Poly n'existe plus en ce moment. On a cependant un autre format qui est assez intéressant, notamment parce qu'il permet la rencontre dans un contexte qu'on trouve assez sympa. Donc le concept du polyhasard.
il y a moins ce côté groupe de parole. Et honnêtement, moi, j'aime le côté groupe de parole, même si au bout d'un moment, dans les cafés polis, il y avait, c'est vrai, tout le temps les mêmes sujets qui reviennent, mais c'était peut-être une meilleure porte d'entrée pour ceux qui se posent juste des questions. Dans le format Polyhazard, c'est plus, on se retrouve dans un bar ou dans une station LGBT, un lieu safe, et on sort des jeux de société, on sort des jeux rigolos, des prétextes, des jeux de cartes, des choses comme ça, et on est entre personnes polyamoureuses ou en tout cas tolérantes envers le polyamour, des accompagnants ou des choses comme ça, et on passe juste une bonne soirée entre polyamoureux, polyacceptants et leurs amis. Et dans ce format-là, bon, il y a toute une charte à respecter quand même, hein, qui est bien indiquée dès le début. On indique si on est ouvert à la drague ou pas. Je le dis comme ça, mais en vrai, c'est un qui dit je suis disponible émotionnellement, disponible relationnellement. Si tu n'as pas cet indicateur sur toi, les personnes, c'est mal vu de venir te demander ton numéro de téléphone, par exemple. Par contre, si tu l'as, c'est une façon pour toi de dire je suis OK pour que quelqu'un vienne vers moi et me propose son numéro ou chose comme ça. Donc ça permet d'avoir ce contexte où tu es polyamoureux et si tu veux, tu viens juste pour profiter d'une bonne ambiance entre polyamoureux et en même temps ceux qui sont ouverts aux rencontres, eh ben ils ont cette opportunité de rencontre dans ce contexte-là. Et il s'avère que oui, par exemple, j'ai un chéri avec lequel je vis une trop chouette relation aujourd'hui que j'ai rencontré à ce polyhazard. Il était avec sa copine au au polyhazard et en fait tous les deux ils parlaient un petit peu de leur relation, de comme qui vivent ensemble mais qui fréquentent des gens à côté, qui vivent dans enfin qui partagent leur espace et des choses comme ça. Et je les ai trouvés passionnants, tous les deux. Du coup, je suis allé moi-même vers les deux. Hey, vous avez l'air trop chouette, j'aimerais vous proposer une date, comme ça, à tous les deux. Ensemble ou séparément, n'importe, mais vous avez l'air tous les deux trop chouettes. Voilà, je vous laisse mon numéro. Si ça vous dit, on va se faire un truc ensemble. Euh, et c'est pas quelque chose que j'aurais pu imaginer faire autre part que dans ce format-là. Oui, effectivement. Ouais. Et du coup, t'es rentré en relation seulement avec lui ou avec les deux? Non, ça a bien pris avec lui, mais pas trop avec elle. On sent que ça se passe mal ou quoi que ce soit, mais juste ça n'a pas pris. Et du coup, non, je suis en relation seulement avec lui. Et pareil, là maintenant, ce qui fait la différence, via la relation que j'ai passée avec lui, où par exemple, là, il invite un dimanche matin tous ses chéris à aller faire du trampoline. En parallèle, je rencontre une autre chérie qui est en couple avec depuis quelques temps avec son homme. Euh, et, et je commence à vivre ces expériences de ah ben la nana avec laquelle je suis en train de commencer date et on se fréquente et des choses comme ça, ben on est en soirée et elle est en train d'embrasser son chéri. Et elle vient vers moi et elle m'embrasse aussi. Et en fait, j'adore, je vis ma meilleure vie, je vis enfin ce que je ressentais être la vie que j'avais envie de vivre depuis tout ce temps. Alors je dis pas que je tiens à ce que toutes mes relations ça se passe comme ça, allez on est en soirée, on s'embrasse les uns les autres, ça. J'ai des relations par exemple qui ont besoin de cloisonner et c'est très bien. Mais il y a cette possibilité dans ma vie, et elle existe et je le vis et voilà. Euh, toute la différence que ça fait dans mon mental, dans le fait que je sois bien dans ma peau aujourd'hui, bah c'est ça. Et pourquoi est-ce que je parle de ça? Je parle de ça parce que ça nous fait revenir sur comment est-ce qu'on s'est rencontrés, toi et moi, qui est que je me suis rendu compte en vivant ces choses avec mes récents amours, que avoir l'idée en tête, savoir qu'on est ok avec ça et que c'est bien, c'est pas suffisant. Avoir la notion intellectuellement, qu'on peut avoir l'encyclopédie complète de l'univers complet du polyamour en tête, c'est pas suffisant pour être bien dans sa peau, pour bien le vivre, des choses comme ça. Ce qui vraiment, moi, fait la différence aujourd'hui, c'est d'avoir eu l'espace.
jusqu'à encore il y a pas si longtemps, je me sentais un peu comme un monstre. Je me sentais un peu comme un monstre, même si je savais que j'en étais pas un. J'y réfléchissais, non, le polyamour, c'est légitime, Jérémy, c'est une bonne démarche. Non, les gens qui te critiquent et leurs arguments ne sont pas valables. Je le savais, mais c'est quand je l'ai vécu, c'est quand je me suis retrouvé dans les espaces dans lesquels je me retrouve aujourd'hui avec mes chéris, que ça confirme et que mon sentiment c'est confirmé dans le oui, je suis bien. Oui, en fait, j'étais sur le bon chemin tout ce temps-là. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on me voit si énervé, si on peut dire ça comme ça, sur les réseaux, c'est parce qu'en fait j'aurais aimé, plutôt que de me sentir comme un monstre, j'aurais aimé, moi, quand j'ai commencé à me renseigner sur le sujet, voir plus de gens qui disent aux gens qui sont contre le polyamour, qui leur disent qu'ils racontent de la merde. Parce que même si je le savais moi, le fait de voir ces commentaires en dessous m'aurait fait du bien, m'aurait fait me sentir moins comme un monstre. Donc là, tu entres en relation avec ces personnes que tu rencontres dans le cadre de ces rendez-vous sur Strasbourg. Mais je sais aussi que un peu dans cette période ou un peu après, tu es également arrivé sur Twitter sous le pseudonyme Lumi, je sais pas comment tu le prononces. Bah moi non plus, je ne sais pas, mais Lumi, ce serait très bien. Lumi W, je sais pas. On va dire Lumi. Et donc, tu arrives dans une optique un peu militante sur le sujet poly. Qu'est-ce qui t'a amené à arriver sur Twitter dans cette démarche? Ben, en fait, à la base, ces dernières années, je me suis politisé. En fait, j'ai essayé de reconnecter avec ma famille religieuse, donc avec ma mère surtout. J'ai essayé de reconnecter avec elle. Je me suis dit, le seul moyen que je peux avoir de réussir à me sentir bien avec elle, c'est si j'ai même pas besoin de cacher des choses comme ça. Donc, vraiment, je suis polyamoureux et au passage, je suis bisexuel. Voilà, donc tu as envie qu'on se connecte? Bien, mais il va falloir prendre tout ce package avec. Donc, ça voulait dire que j'allais potentiellement passer plus de temps avec ma famille pour essayer de capitaliser sur cette reconnexion. Et donc, je me suis dit, je vais bosser un peu le sujet. Je vais pas être dans la confrontation, mais je vais essayer de réviser un petit peu, notamment, par exemple, quel est le regard de la religion sur l'homosexualité. Parce que si j'y vais et que je leur dis, la religion c'est de la merde, je suis gay et acceptez-le, point. Je sais qu'on ira nulle part. Par contre, si je leur dis, écoutez, moi je crois plus en Dieu, mais pour des gens qui croient en Dieu, regardez, on analyse un petit peu les textes. Je pense que même en étant religieux, l'homosexualité est pas si condamnée que ça par la religion. Ben, du coup, je révise ma Bible en fait. Et comme j'ai ce passif où j'avais été chrétien convaincu et où j'avais commencé l'étude biblique et tout ça, je suis vraiment à l'aise avec le fait de regarder les textes, chercher les interprétations, qu'est-ce que ça voulait vraiment dire derrière et tout ça. Et donc voilà, je me plonge un petit peu là-dedans. Et en fait, via le fait que je me sois replongé dans l'homosexualité vue par le christianisme, et ben en fait, ça m'a par extension politisé. Je n'avais absolument aucune conscience politique avant ça, mais là, ça a commencé à venir. Tout mon investissement, la partie très à gauche de mon militantisme aujourd'hui, elle vient de là. Et donc tu t'es militantisé ouais, à travers la Bible. à travers le fait de vouloir affirmer mon homosexualité, enfin ma bisexualité, et notamment le polyamour au passage, hein, auprès de ma famille chrétienne. C'est ces confrontations d'idées-là qui m'ont, par petits pas, fait prendre conscience de certaines approches politiques et des choses comme ça. Et en fait, donc je suis vraiment, ça a été un effet boule de neige pour moi. J'ai eu un intérêt fou pour la politique / le militantisme, parce que vraiment ça s'est lié les deux pour moi, qui s'est créé à ce moment-là. Et en fait, il s'avère que même si aujourd'hui je m'investis, je suis aussi bénévole auprès donc de la station LGBT à Strasbourg et des choses comme ça, même si toute la question LGBT m'intéresse, quand je suis sur Internet, par exemple sur Twitter, et que quelqu'un dit une bêtise sur les homosexuels, en dessous, dans ses commentaires,
il y a déjà des gens qui vont lui dire que c'est n'importe quoi. Il y a déjà des gens, en tout cas, qui vont dire les arguments auxquels moi je pense. C'est seulement sur le polyamour où j'ai vu que je trouvais qu'en France, en tout cas, il n'y a pas assez, on n'est pas assez nombreux à être là sur les réseaux, à pouvoir dire aux gens, non, là, vous dites un peu n'importe quoi. Je vois sur YouTube les 2 premières vidéos qui sortent quand tu cherches polyamour, bon, j'exagère un peu, mais c'est presque ça. Les 2 premières vidéos qui sortent, c'est Thaïs Descuffon qui critique le polyamour et Touche pas à mon poste qui critique le polyamour. Ah, Burke, Et effectivement, je te confirme que la vidéo de Thaïs Descuffon, je l'ai vue et voilà, c'est une vidéo dont je ne mettrai pas le lien en commentaire. voilà, ne mettons pas ce lien en commentaire. Et c'est là justement que j'ai senti ce manque d'espace qu'on a et ce besoin qu'il y ait des commentaires en dessous qui disent hey, vous dites n'importe quoi. Et voilà comment est-ce que je me retrouve, parce que du coup, genre, je l'ai fait un petit peu sur YouTube, et puis au moment, je me suis dit, bah, bon, il y a aussi Twitter, il y a beaucoup de monde sur Twitter, il y a peut-être pas mal de monde qui dit des bêtises sur Twitter. Je crée mon compte, je l'affiche complètement mon compte comme étant axé sur le sujet des relations ouvertes, et je commence à regarder ce que les gens disent sur Twitter comme bêtises sur le polyamour, et j'essaie de donner un autre son de cloche en dessous. C'est effectivement comme ça qu'on s'est connus. Les réseaux sociaux ont plein d'effets retors, mais on va au moins les remercier pour cette possibilité d'avoir accès à ce genre de sujet. Je n'aurais pas pu vivre le polyamour que j'ai aujourd'hui si j'avais pas eu accès aux réseaux sociaux, s'il n'y avait pas eu ces échanges qui se font dans le monde. Ça, c'est la partie clairement positive et je suis content que du coup des jeunes puissent être confrontés à ces sujets-là et se poser au moins la question pour eux-mêmes. Sans comme dire, on connaît la vindicte que je peux avoir sur les réseaux sociaux, mais moi, tout ce que je souhaite aux gens, c'est de trouver les relations qui leur correspondent, quitte à ce que ce soit une relation exclusive. Tout à fait. Et moi, je dis souvent que une relation exclusive qui a été choisie que Ouais. plus de valeur en réalité. Je pense aussi qu'une personne qui décide de s'abstenir d'avoir d'autres relations, que ce soit sentimentales ou sexuelles, quelqu'un qui se prive d'autres relations le vit beaucoup mieux s'il l'a vraiment choisi et s'il n'a pas eu l'impression que ça lui était imposé, que ce soit volontairement ou imposé par la norme, tout simplement. Ouais, c'est exactement ça. Le fait de choisir ce qui te convient. Bon, j'ai l'impression qu'on a fait un petit peu le tour. Que toi, tu as l'impression d'avoir loupé quelque chose? Non, 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 il y a une partie de moi qui a aussi de la chance. J'ai de la chance d'avoir pu tomber sur les bons contenus, d'être tombé sur des bonnes personnes au bout d'un moment. Et vraiment, si maintenant il y a des gens qui écoutent et qui se disent, mais qu'est-ce que moi je peux leur dire dont on ne parle pas déjà partout en polyamour, c'est vraiment cette notion d'avoir un espace dans lequel on peut vivre les choses pour se les approprier. Même si vous savez pas exactement qu'est-ce qu'il vous faut, au moins trouvez-vous des gens avec lesquels vous pouvez en parler de la partie de vos doutes et des choses comme ça. Vraiment, ça fait la différence de pouvoir jouer avec les concepts pour pouvoir se les approprier et trouver ce qu'il vous faut. Vraiment, ça fait la différence et je suis vraiment trop heureux et aujourd'hui trop reconnaissant envers les fantastiques chéris que j'ai pour m'avoir donné cet espace-là. Bon, je vais attaquer les questions de fin de podcast. Qu'est-ce que tu penses que la polyamorie ou l'anarchie relationnelle d'ailleurs t'a apporté à ta vie? J'ai envie de dire que ça m'a sorti de la dépression. Mais en fait, c'est peut-être un peu tordu dans le sens où, enfin, c'est peut-être dans l'autre sens. C'est plutôt que sans ça, je ne pouvais pas être bien dans ma peau. La polyamorie ou tout simplement le fait de l'anarchie relationnelle, le fait de se permettre le polyamour. Hein. Mais vraiment, c'est cet alignement avec moi-même qui fait que aujourd'hui, je me sens mieux dans ma peau et en vrai que tout va mieux dans ma vie depuis que je me suis permis le polyamour. D'accord. La question suivante. Est-ce que tu peux me dire quelle est ta définition personnelle de la polyamorie et puis de l'anarchie relationnelle tant qu'à faire? La polyamorie, j'ai pas de définition que je m'approprie personnellement. Je dirais que ce qui s'en rapproche le plus, ce serait de le définir sous forme de aimer plusieurs personnes en même temps. Juste ça. Je m'arrêterai à ça parce qu'après on peut rentrer dans le détail de est-ce que c'est le besoin d'aimer plusieurs personnes en même temps, est-ce que c'est la tendance à aimer plusieurs personnes en même temps, est-ce que c'est juste le fait de se l'autoriser. Ah, ouais. Mais du coup, pour moi, tout ça a beaucoup plus de sens en passant par l'anarchie relationnelle. Et l'anarchie relationnelle, c'est rencontrer quelqu'un, apprendre à faire connaissance,
apprendre ce que soi on a envie avec l'autre et ce que l'autre a envie avec soi, voir si on a un terrain commun, où on se sent respecté, où voilà, il y a un terrain commun, mais qui en plus, ce terrain commun n'a rien qui touche aux besoins de l'autre, et tout ça ensemble crée une relation qui, en fait, ne ressemble à aucune autre relation, qui s'est créée d'elle-même, quelque chose qui marche. Ouais, je dirais ça. Du coup, cet entretien va être terminé. Je te remercie pour Ah, le temps passé avec moi et puis à bientôt peut-être. merci à toi aussi. Merci beaucoup.